Bonjour, ici Danielle Yvon, directrice générale de CTRB et nous recommençons en ce mois de septembre notre rencontre avec Monsieur le député André Villeneuve. Bonjour Monsieur Villeneuve. Bonjour Madame Yvon. Donc, je suis contente de vous accueillir encore à CTRB cette année. Nous allons nous partager l'enregistrement de vos rencontres avec Saint-Gabriel et avec Berthierville. Donc, une fois par 2 mois, vous allez venir en principe à Berthierville, mais on va parler de vous à tous les mois. Est-ce que ça vous satisfait pour la nouvelle saison? En fait, c'est la méthode qu'on applique depuis plusieurs années et ça me convient très bien. Parfait. Donc, on va commencer pour les sujets brûlants d'actualité. Si on parle justement de votre position au niveau des coupures, au niveau scolaire, on parlait au niveau de la santé et aussi le sujet chaud qui est de ce temps-ci, c'est les régimes de retraite. Donc, je vous laisse aller sur ces sujets-là pour commencer. Écoutez, on peut commencer par le travail d'austérité que le gouvernement est en train de faire. Vous savez, moi, j'ai été en affaires pendant 20 ans. J'ai eu une entreprise pendant 20 ans. Et il y a 2 colonnes en entreprise. Il y a les dépenses et il y a les revenus. OK. Alors, ce qu'il faut s'assurer, c'est que si on fait du contrôle de dépenses, et ça, on ne peut pas être contre ça, il faut contrôler nos dépenses, bien, il faut le faire correctement. Il ne faut pas penser faire des économies en faisant des coupures dans un service quelconque qui va faire en sorte que dans quelques années ou quelques mois, on va être obligé de réinvestir parce qu'on n'a pas fait le travail au bon endroit. Alors, c'est un travail qui doit se faire de façon réfléchie, correctement. Oui, il faut contrôler nos dépenses. On a vu dernièrement, ça passe aux nouvelles, la Commission scolaire des SAMAR qui se voit dans l'obligation de faire des coupures auprès des services des jeunes. Et là, on parle d'aide alimentaire. C'est grave, là. C'est pas rien, là. On vit au Québec, là. On est au 21e siècle et on parle de couper dans l'aide alimentaire, on parle de couper dans l'aide aux devoirs. Alors là, je pense que et ça, c'est des suggestions que le ministre Bolduc a fait, là. Vous savez, il a fait 32 suggestions, le ministre Bolduc. Il a fait une liste d'épicerie. Voilà. Et donc, les commissions scolaires, se voyant imposer des coupures importantes, bien, ils doivent faire des choix. Et dans les choix que le ministre va faire, c'était ceux-là. Et donc, ils ont dû bouger dans ce sens-là. Alors, je ne pense pas que ce soit des économies qui soient là, de bon augure pour la suite des choses. Et si on regarde ici la région, on pourrait dire la MRC d'Autrey, c'est une des MRC qui a été ciblée avec des revenus plus faibles, avec des gens ayant de plus de besoins. Là, un profil socio-économique difficile. Il y a une école, je ne me rappelle pas du nombre exact d'écoles, il y en a peut-être une trentaine ou bon, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a juste une école qui n'entre pas dans la catégorie défavorisée. C'est ça, alors, exactement. Imaginez, tout le reste des écoles qui sont sur le territoire des SAMAR sont des écoles qui rentrent dans la catégorie d'écoles défavorisées. Donc, quand on parle de coupure en aide alimentaire, donc on nuit directement aux élèves pour l'apprentissage, parce qu'on sait très bien qu'un ventre plein fait que tu vas être plus réceptif à apprendre, à vouloir connaître des choses. Et l'autre partie, l'aide aux devoirs, c'est quand même aussi une autre partie qui est les jeunes, les enfants, surtout, on pourrait dire les premières années, le primaire, les parents n'ont peut-être pas les moyens vraiment d'aider leur enfant à faire les devoirs. Donc, si on est capable de faire les devoirs, éventuellement, on va peut-être se perdre son couple dans ça. Éventuellement, on va peut-être perdre des talents futurs qui vont rentrer au secondaire, avoir du décrochage, avoir des choses. On risque que tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années où la population dans d'Autrey comme dans la Naudière s'est mobilisée justement pour soutenir nos jeunes à l'école. Toute cette mobilisation-là, imaginez la surprise que ces gens-là ont eu, que nous avons tous eu en entendant de telles choses. Alors, je ne suis pas médecin, le docteur Bolduc est médecin, il s'occupe de l'éducation. Il doit savoir aussi qu'un enfant qui n'a pas les éléments nécessaires pour se nourrir est sujet, évidemment, à être plus malade. Donc, on parle de... Comme je vous dis, je ne suis pas médecin, mais en quelque part on s'aide pas. Ce n'est pas la chose à faire. Alors, il faut faire des choix qui sont réfléchis et qui sont aussi... dans le meilleur des mondes, il faut faire des choix avec les gens qui sont sur le terrain. C'est eux qui connaissent les besoins. Quand on leur explique qu'il y a des choix à faire, puis qu'il faut en faire, on s'assoit avec eux, puis on trouve des solutions. Mais ce n'est pas en imposant des choses comme ça qu'on va arriver à améliorer la situation. Puis comme vous dites, des fois, c'est peut-être des petites choses au niveau du local, au niveau de l'école ou du comité de parents qui peut-être va faire qu'on est capable de faire une coupe quelque part qui ne fera pas mal, on pourrait dire. Et qu'à long terme, on va garder... Et ne peut-on pas aussi regarder le côté, tu l'avais dit tantôt, socio-économique? Alors, vu qu'on est une population, surtout le nord de la région de la Naudière, est une population qui, sur le plan socio-économique, connaît des difficultés importantes. Un peu moins au sud, mais tout de même, au nord, on sait que c'est important. Alors, ne peut-on pas, justement, s'assurer de faire des choix de la part du gouvernement qui reflètent cette réalité-là?
Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez au niveau de la santé qui veut couper justement les agences, les agences de santé? Là, je dis peut-être pas le bon terme, là, mais ça, c'est quand même un niveau administratif là, qui représente beaucoup de gens. Regardez bien, là, présentement, là, depuis au moins les 10 dernières années, le système de santé au Québec, il est tenu à bout de bras par les infirmières, par les médecins, par le personnel professionnel soignant. C'est eux qui tiennent le système à bout de bras. C'est pareil en éducation d'ailleurs, soit dit en passant. Alors, ces gens-là sont, je pense, assez épuisés, merci. Alors, est-ce que de faire des changements de structure sans de garantie de résultat va nous mener quelque part? J'en doute un peu. Encore là, on n'est pas contre le fait de contrôler les dépenses. On l'a fait, nous, pendant 18 mois, contrôler les dépenses du gouvernement. C'est des choix qu'on doit faire à tous les jours. C'est difficile, mais je pense qu'on a réussi à le faire de façon concertée, de façon consensuelle, même si c'était difficile, les gens ont accepté de travailler dans ce sens-là. On y est arrivé, puis on n'a pas eu de gens qui sont montés aux barricades, là. Il y a une façon de faire les choses, là. Le gouvernement libéral, je pense, doit apprendre à prendre des décisions, mais en travaillant avec les gens sur le terrain. Donc, en santé, juste vous dire que c'est un peu ce que j'avais envoyé un communiqué en disant qu'il faut préserver l'élan qu'on a donné dans la Naudière, parce qu'on a eu la chance pendant les 18 derniers mois, qu'on était au pouvoir, de, je pense, donner un élan. Et non pas nous au gouvernement, mais avec l'ensemble des acteurs du milieu. On a réussi à faire baisser, vous savez, le sous-financement en santé dans la Naudière qui était de moins 42 millions. On l'a fait baisser à moins 22 millions. C'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup, c'est un bon pas et on s'est dit, allons, continuons maintenant vers ça pour que la MRC, pas la MRC d'Autrey, mais l'ensemble de la Naudière puisse rejoindre la moyenne nationale en termes de financement en santé, ce qui n'était pas le cas, puis ce qui n'était toujours pas le cas. Alors là, la crainte qu'on a, c'est effectivement qu'on retombe à nouveau dans des montants importants sous financement en santé. Qui dit sous-financement en santé dit moins de ressources, moins d'infrastructures. Et donc là, on retomberait, si jamais c'est le cas. On va attendre, on va voir comment le gouvernement va agir, là, parce qu'on comprend que présentement, c'est beaucoup des ballons d'essai. Oui, je pense que oui. Hein, il y a beaucoup de... Comme un journaliste disait, le ciel est rempli de ballons présentement, là. Alors, c'est des ballons d'essai, ils regardent comment les gens réagissent. Évidemment, ça ameute tout le monde. Alors, c'est pas non plus, je pense, la meilleure façon de faire. Et on sait que le gouvernement aussi a confié à des organismes qui ne sont pas des élus de réfléchir. Mais laissons-les réfléchir, justement, puis attendons au moins qu'avant que le gouvernement prenne ses décisions, parce qu'il a pris certaines décisions déjà. Alors, je pense aux agents de la faune. Il a décidé... Écoutez, la chasse rouge, là, il coupe des agents de la faune. Alors qu'il avait dit, on demande à des gens de réfléchir, mais avant même d'avoir l'ombre d'une réponse à leur réflexion, ils commencent à agir maintenant. Là, il y a de l'incohérence. Bon. Encore là, on va laisser la chance aux coureurs, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on les a à l'œil. En tout cas, pour ma part, je les ai à l'œil. Et je peux vous dire c'est pas vrai, on ne ratera pas une occasion de leur dire si jamais ils font fausse route, qui font fausse route. Et l'autre sujet de l'heure, c'est quand même les régimes de retraite. Oui, effectivement. Mais les régimes de retraite, voyez-vous, encore là, on avait déposé une façon de faire qui faisait consensus. Les syndicats, les municipalités, tout le monde était d'accord avec ce qu'on proposait lorsqu'on était au pouvoir. Et le gouvernement, à ce moment-ci, lui, il va plus dans la confrontation, où il va imposer un régime mur à mur au niveau de comment on corrige la situation. Puis il faut bouger, là. Remarquez, on n'est pas contre ça, là. Le statu quo actuellement dans les régimes de retraite est inacceptable. Il faut absolument assurer que les régimes de retraite sont bien capitalisés, que ça fonctionne, puis il ne faut pas non plus pelleter, on ne peut plus pelleter. Par ailleurs, et c'est là-dessus qu'on a interpellé le gouvernement la semaine passée, on a déposé une motion à Salon Bleu, au Parlement, en disant au gouvernement que, avant de commencer à imaginer des scénarios, avant de commencer à légiférer, faire de la législation par rapport au régime de retraite, on doit absolument obtenir les chiffres des régimes de retraite du 31 décembre 2013, parce qu'on a eu quelques chiffres, on a réussi à avoir quelques chiffres de la part de syndicats, ça a été dit en commission parlementaire, c'est rien de secret, là. Quelques chiffres qui démontrent que la situation s'est beaucoup améliorée. Alors là, et le gouvernement, présentement, voudrait qu'on débute la législation, donc le travail en commission parlementaire, étude article par article du projet de loi 3 que le gouvernement dépose. Nous, ce qu'on lui dit, écoutez, ça nous prend les chiffres récents du 31 décembre 2013, parce que moi, j'étais maire pendant 9 ans. Et j'étais préfet pendant un mandat, 2 ans. Et j'ai toujours dit aux élus, autant les conseillers de la municipalité que les élus ici à la MRC d'Autrey, que quand on sait qu'il y a une donnée qu'on n'a pas puis qu'elle existe, on ne peut pas prendre une décision. On ne peut pas résoudre une équation quand on est conscient qu'il y a un élément d'équation qui existe, qui se situe là-bas,
et tenter de résoudre l'équation sans avoir cet élément-là. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, déposer les chiffres de l'ensemble de la situation actuelle au 31 décembre 2013 des régimes de retraite, et à ce moment-là, on va pouvoir prendre des décisions qui correspondent à la réalité, ce qui n'est pas le cas présentement. Que vous seriez plus partisan d'une loi, je ne sais pas dire modulée, là, dans le sens, je veux dire, pas cas par cas, mais quand même avec quelques exceptions. Pas de mur à mur. Écoutez, un fonds de retraite qui est capitalisé à 110 pourquoi on l'inclurait dans une réforme comme on veut faire là? Pourquoi qu'on l'inclurait dans le projet de loi 3? Alors, est-ce que maintenant, les fonds de retraite qui sont capitalisés à 90 ou à 85 devront faire partie et devront être assujettis à la future loi sur les régimes de retraite? Probablement, mais on ne peut pas faire du mur à mur. Un fonds de retraite qui est capitalisé, puis il y en a à 100 alors, ça va bien. Pourquoi? Ça va bien, puis on n'a pas les chiffres de 2013. Ça va probablement encore mieux que ce qu'on pense. Mieux, c'est ça. Alors, faisons les choses là, prestement, mais correctement, avec tous les éléments pour prendre une décision là, qui va correspondre à la réalité. OK. On va changer de sujet avant de prendre la pause, mais on va faire quand même un autre sujet. C'est sur justement le fameux TransCanada Pipeline qu'on a eu. Il y a beaucoup de protestations, mais qui éventuellement, si tout est accepté, va passer dans notre région. Et justement, dans le bout de la Noret, là, il y a eu quand même beaucoup de contestations et d'interrogations. Je pense à cause des milieux humides, à cause de la tourbière et tout ça. D'abord, là, on va se dire une chose. Le TransCanada Énergie S, là, le oléoduc, donc le tuyau de 42 pouces, il va traverser le Québec là, sur 700 km de long. Il va traverser inévitablement des milieux sensibles. Alors, donc, ça peut être des tourbières, ça peut être des sources d'approvisionnement en eau de municipalité, c'est assurément le fleuve Saint-Laurent, c'est les bassins versants de plusieurs cours d'eau au Québec. C'est un projet qui est, on va se le dire, qui est titanesque. Ce qui choque, je vous dirais, ou à tout le moins ce qui est assez étonnant dans ce projet-là, c'est que c'est un projet qui va transporter 1 100 000 barils par jour. 1 100 000 barils par jour qui va passer dans le fameux tuyau, dans l'oléoduc, donc qui va se rendre jusqu'au Nouveau-Brunswick. Mais le Québec ne retire pratiquement rien, ni de la construction, puis ni du fonctionnement sur les 40 ou 50 ans. Alors, alors l'adéquation entre ce que ça va apporter au Québec versus les risques environnementaux qu'on prend, ça n'a aucune mesure. Alors là, on est vraiment là des retombées économiques mineures, même, je dirais, marginales, versus des risques environnementaux extrêmement élevés. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est le fait qu'on nous l'impose. Vous savez, on n'a pas le contrôle au Québec de notre territoire. Okay. Rapidement, je vous lance ça, puis les gens, là, vos auditeurs pourront vérifier, là, vos téléspectateurs, vous pourront vérifier. Mais rappelons-nous le parc Forillon. C'est le fédéral qui avait mis les gens dehors à l'époque, avant de créer le parc. Pour créer le parc, il avait chassé les gens, il avait mis le feu aux maisons. Il avait brisé des familles. Rappelons-nous Mirabel. C'était une catastrophe épouvantable, Mirabel. Rappelons-nous maintenant Neuville, la piste d'aéroport, juste avant Québec, Neuville, où, vu que c'est un aéroport, le gouvernement fédéral peut autoriser... Que c'est un domaine, juste un domaine fédéral, la même chose, tout à fait. Alors, l'oléoduc, exactement, l'oléoduc, même chose, c'est fédéral. Alors, parce qu'il dessert plusieurs provinces, il peut passer. Mais là, nous, au Québec, là, on s'est donné des lois, on s'est donné des instruments. Alors là, ça vient ça vient violer finalement nos institutions et nos lois. Parce qu'on a ce qu'on appelle la commission du secteur agricole, puis on a la loi sur la protection interagricole. Le BAP, puis il y a le BAP aussi. Puis il y a le BAP aussi, mais le BAP, l'entreprise a bien dit qu'elle n'est pas assujettie au BAP. À la limite, elle se prêterait au jeu, mais de la façon dont elle le voudrait. Alors, elle le dit, elle n'est pas assujettie au BAP, elle n'est pas assujettie aux lois qu'on s'est votées au Québec. Alors là, ça devient finalement le territoire québécois, on s'aperçoit qu'on n'a pas le contrôle, on n'a pas le contrôle de notre propre territoire. C'est une agression quand même. Alors là, ça commence à être drôlement questionnant, là. Et tout ça basé sur une constitution qui date de 1867, qui a été rapatrié en 1982 sans le consentement du Québec. Moi, je pense qu'on a des sérieuses questions à se poser par rapport à cela. Est-ce qu'on va laisser, le fédéral, finalement, faire un peu ce qu'il veut sur le territoire québécois, avec les risques environnementaux que ça comporte, avec le fait que les lois ne sont même pas regardées. Vous savez, j'étais préfet, je vous le disais tantôt, quand j'ai été nommé préfet, j'ai été élu préfet, j'ai initié ce qu'on appelle un schéma d'aménagement, le deuxième schéma d'aménagement. Un schéma d'aménagement, là, c'est pas un mois, là, puis on règle ça, c'est 5 ans. On rencontre les agriculteurs, les élus, les gens de la société civile. Il faut être conforme aux orientations du gouvernement. Pendant 5 ans, on travaille à voir comment on va organiser le territoire. Et là, tout à coup, le fédéral décide qu'il passe.
Ils ne nous consultent pas, ils ne nous demandent rien, ils passent. Alors là, on travaille. J'ai de la misère ça ne marche pas, là. Ça marche pas. Mais la position du gouvernement par rapport à ça, votre ancienne position et la position du gouvernement présentement, c'est quoi? Bon, lorsqu'on était au pouvoir, on n'a jamais pris position pour la simple et unique raison, puis ça revient à l'équation de tantôt où il manque un élément, c'est que l'entreprise n'avait pas déposé son tracé. OK, d'accord. Alors, nous, vu qu'il n'y a pas de tracé de déposé, tant qu'on ne voit pas, on ne sait pas où il passe. OK, d'accord. Peut-être qu'il ne passera pas aussi. Peut-être qu'ils ne déposeront pas. Peut-être que ça va débloquer à l'ouest, puis ils vont aller vers la Colombie-Britannique. OK. Peut-être qu'ils vont aller vers le sud. L'Alberta, j'entends, va aller vers le sud pour aller aux États-Unis en descendant vers le sud. Alors, on ne peut pas prendre position sur quelque chose qui n'est même pas déposé. OK, d'accord. On s'entend. Maintenant, quand on regarde le gouvernement actuel, le Parti libéral, lui, l'Office national d'énergie n'a toujours pas commencé ses travaux, que déjà, il autorise des tests géothermie dans le Gros-Kakuna, au port de Gros-Kakuna. Il autorise déjà l'éoduc de passer probablement juste avant Québec. Il y a des battures, puis il y a des lieux vulnérables au niveau de la richesse, de la biodiversité. Puis le gouvernement actuel, libéral, a bien dit qu'il était favorable. Il y a un préjugé hautement favorable. Plus favorable que il y a un préjugé hautement favorable au projet de l'éoduc. Donc, je le dis, c'est une cicatrice de 700 km qui va traverser le Québec. En tout cas, à ce sujet-là, j'espère que vous allez nous oui, puis en passant, je veux juste rajouter ça, là, il passe à la Norette des Tourbières. Et ça, je peux vous dire une chose. Moi, personnellement, je vais me battre. Mais c'est ça, non, je veux dire. Je vais me battre très fort parce que c'est pas vrai qu'ils vont passer dans nos tourbières. C'est un lieu magnifique. Il faut vraiment aller le voir pour constater à quel point c'est extraordinaire. C'est une richesse qu'on a ici dans toute la région. Toute la région, il faut la préserver. C'est un des filtres, en tout cas, au niveau de la région aussi. L'eau potable et tout ça. Oui, tout à fait. On va se laisser pour une petite pause, puis on va vous revenir avec d'autres sujets. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Nous sommes de retour avec M. Villeneuve et pour peut-être continuer un petit peu dans la même lignée de ce qu'on a parlé tantôt du pipeline, je vais vous parler un petit peu de ce qui a fait la nouvelle hier qui est arrivée dans la région. Le fameux super pétrolier qui va justement transporter l'huile du pétrole qui vient de l'Alberta encore là, à partir de Lanoraie. Ils disent Sorel-Tracy, mais c'est pour situer un petit peu les gens. Je vous dirais, c'est en face de la tour, comme on dit, là, à Lanoraie. Là, il y a les tankers de Kildare sont là, pas loin de la centrale Hydro-Québec. Là, pour les gens, ça peut les situer. Mais c'est quand même dans la région de Sorel-Tracy. Et encore là, bien là, tantôt, comme on en parlait, c'est de juridiction fédérale encore, le fleuve et tout, mais c'est nous autres qui peut subir les conséquences s'il arrive des événements. Écoutez, est-ce que vous trouvez ça normal puis il est énorme, le bateau. Tantôt, on le regardait sur Internet, là, puis il y avait des comparaisons avec un Airbus 380. C'est gros, un Airbus 380. C'est 760 mètres, puis lui, il avait l'air d'une mouche à côté c'est un super pétrolier. Moi, je pense que c'est un super pétrolier, mais bon... C'est beau, oui, c'est vraiment ça. Peu importe le qualificatif qu'on va donner au bateau en question, trouvez-vous ça normal que la population, tout le monde... Moi, je suis député à l'Assemblée nationale, là. Je suis quand même ce qu'on appelle un législateur. Est-ce qu'on trouve ça normal qu'on n'ait pas été avisé? Personne. Le bateau est débarqué, bang, et là, tout le monde est sous le choc. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Et là, on cherche un peu, puis là, les journalistes nous aident parce qu'ils sont de très bons, il faut l'admettre, très bons enquêteurs, les journalistes. Alors, on sait maintenant qu'ils s'approvisionnent de pétrole bitumineux qui arrive par train, c'est Suncor, la compagnie, et ce super pétrolier-là va aller porter son pétrole au Texas. Alors, au lieu que l'Alberta puisse, parce qu'on sait que le Parti républicain d'Obama bloque le projet Keystone, au lieu que l'Alberta puisse faire son oléoduc pour descendre, vers les États-Unis, là, présentement, ils sont complètement bloqués. Ils sont bloqués à l'ouest, ils sont bloqués au sud. Alors, maintenant, ils passent par le Québec. Ils n'ont plus de lac mégantique. Bien, le Québec semble devenir, finalement, une plaque tournante du pétrole, mais on n'en retire aucun bénéfice. Zéro bénéfice. Et on prend tous les risques. Ce bateau-là, là, demain matin, là, pour toutes sortes de raisons, il fuit, il arrive une catastrophe. Là. Les municipalités qui s'alimentent avec l'eau du fleuve, là, oubliez ça. Là. On fait quoi? Et moi, je me rappelle l'Exxon Valdez.
l'Exxon Valdez en Alaska qui était échoué. Écoutez, ça a été, on pense toujours que ça n'arrive pas, puis ça n'arrivera pas. Mais il y a des précédents, puis ils sont nombreux, où des bateaux... On a eu la Louisiane aussi, là, qui a eu... La Louisiane, la plateforme Deep... en tout cas, en eau profonde. En eau profonde qui est allée, puis tout ça, ça peut arriver, puis il y en a quand même Alors des là, choses comme ça. En plus, d'un, on nous a pas demandé si on était d'accord. Un, OK? Deux, on court tous les risques. Trois, sur le plan économique, zéro qu'une barre, oubliez ça. Puis même s'il y avait des retombées économiques à l'heure actuelle, on s'entend qu'on ne les verra pas parce que ça va être très, très, très minime. Donc, à suivre. Je pense que, en tout cas, je serais curieux même de savoir si notre ministre de l'Environnement, M. Hertel, le savait. Je serais curieux de savoir s'il le savait. Oui, c'est ça, si le ministère le savait, à ce point-là. Ils ont dû le voir passer dans le bout de Québec, fait qu'ils ont dû être avisés, là. Mais est-ce qu'ils le savaient de longue date que ce bateau-là s'en venait ici, venait charger du pétrole des sables bitumineux? Puis vous savez, là, tôt ou tard, là, il va falloir qu'au Québec, on se donne un calendrier. Qu'on se dise, là, au Québec, on consomme présentement 400 000 barils de pétrole par jour. Okay. 400 000 barils. Ils s'en consomment sur la planète 80 millions par jour. Okay. Au Québec, on en consomme 400 000. OK. Il va falloir à un moment donné qu'on se donne un calendrier puis dire, bien, dans 5 ans, ce n'est pas 300 ou 400 000 qu'on va consommer, c'est 250 000. Puis qu'on aille tranquillement en régressant par rapport à la quantité de pétrole qu'on consomme. Parce que le Québec a tout ce qu'il faut pour être un leader en énergie verte. Oui. L'hydroélectricité, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. On a cette chance-là au Québec d'avoir ça, c'est l'énergie du futur. Mais là, il faut arrêter de développer notre industrie pétrolière parce qu'on ne fait que retarder les investissements dans les énergies vertes. C'est ça qu'on fait, on retarde ou on ralentit la recherche et les investissements dans les énergies vertes. Alors, il va falloir qu'on se donne un jour un calendrier puis dire, bien, en 2020, on va consommer 275 000 barils, en 2025, 200 000 pour atteindre, si c'est possible. Peut-être pas, parce qu'on sait que le plastique, c'est 10 du pétrole qu'on consomme. Ouais, c'est ça, en passant. Fait que le plastique, bon... Mais quand même, avoir un meilleur réseau électrique. On sait qu'il va y en avoir comme deux bornes maintenant qui vont être au désine, mais c'est quand même... Une volonté politique... Plus forte de faire ça. Une volonté politique, une politique d'électrification des transports, une politique qui va inciter autant la recherche que la mise en application et les consommateurs lorsqu'ils font un geste d'achat. Moi, je vous promets une chose... Mon véhicule, dans 4 ans, là, je vais le changer. Il va être électrique. Il va être électrique. Je me suis bien dit que c'était le dernier que j'achetais au pétrole. Le prochain, il va être électrique. Mais je vais vous poser une question, la question qui tue, comme on dirait. Mais c'est quand même, si vous avez à faire le trajet à Lanoret-Québec, il faut quand même, vous ayez quand même une autonomie. Il va falloir que le réseau soit un petit peu plus... On va être rendu là. Parce que vous avez, c'est la Tesla, je pense. Je regarde à ma droite parce qu'il y a un monsieur qui est là, puis je pense que vous avez la réponse. C'est la Tesla. Elle a une autonomie de 500 km. C'est ça. Québec, aller-retour, c'est 400. C'est ça. Sauf qu'elle est à 75 000 C'est ça que j'ai pas dit avec les aides au financement. Il prépare un nouveau modèle, moins coûteux, qui devrait rouler dans les 45 000 45 000 là, oui, c'est beaucoup d'argent, mais si on le prend sur 7 ans, comme ça arrive souvent, c'est le cas, là, mais Québec, aller-retour, c'est 7 piastres. C'est ça. En électricité, ou 8 piastres. Mettez-la 10 piastres, c'est même pas ça. Mettons 10 piastres aller-retour au Québec. Là, ça m'en coûte 50 aller-retour. Ça va me coûter 5 fois moins cher. Alors, je vais payer ma voiture juste en économie du coût de l'énergie. Mais ça va impliquer directement que Hydro-Québec accepte de faire des bons prix encore. Parce que le problème qu'on a, je vous dirais, je vais vous mettre le problème inverse, parce que là, il nous augmente à tous les ans la facture d'électricité. Je suis d'accord, mais il faut comprendre aussi que nous sommes en surplus présentement d'électricité. C'est pas une mauvaise chose. Oui, ça nous coûte plus cher présentement parce qu'on est en surplus, mais puis on développe la Romaine, entre autres, mais il n'en demeure pas moins que ça devient une opportunité. C'est pareil comme avoir de l'hydroélectricité en capacité de production comme on a présentement, c'est comme avoir un champ pétrolifère sur nos pieds. Là. Donc, ce potentiel-là, non seulement il est là, mais il existe, il est utilisable demain matin. Alors, au niveau des entreprises à travers le monde, le Québec veut pas, avant de s'installer où que ce soit, là, ils regardent au Québec. Pour eux autres, le Québec est un incontournable en termes d'énergie propre et en grande quantité. Alors, c'est une opportunité qu'on a au Québec. C'est une opportunité qui sera payante nécessairement. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un dossier à suivre. On pourrait dire l'environnement relié autant au pipeline et au fleuve. Là, on est vraiment dans deux sujets chauds dans ce sens. Moi, j'aimerais beaucoup que la phrase qu'on entend là, des politiciens dont je suis, c'est « économie-emploi ». On peut-tu maintenant dire économie, emploi, hydroélectricité ou économie, emploi, environnement? Oui. Économie, emploi, environnement. Qu'on rajoute l'environnement à chaque fois parce que l'économie n'est pas incompatible avec l'environnement. Parce que la prochaine économie mondiale,
elle va être basée sur l'environnement puis sur les énergies vertes. Oui. Alors ça, là, que le Québec saisisse ça rapidement. Rapidement. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que M. Couillard a dit qu'il continuerait notre politique d'électrification des transports. Et j'espère que non seulement il va la continuer, mais qu'il va l'accélérer. L'accélérer. Deux petits derniers sujets. C'est quoi vos, je m'en allais dire, vos plans pour la prochaine session? C'est quoi les sujets, comme on parlait tantôt, l'énergie, les emplois, mais c'est quoi aussi vos points là, que vous voulez travailler beaucoup? Bien, écoutez, moi, on m'a confié, Stéphane Bédard, notre chef par intérim, m'a confié l'agriculture, alimentation et pêcherie. Okay. Alors, juste ça, je vais vous dire, c'est 3 univers complets. Alors, j'ai de quoi m'amuser amplement. Et évidemment, mon travail va être tributaire du fait que le ministre actuel de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, M. Paradis, comment il va se comporter. De 2, est-ce qu'il va déposer beaucoup de projets de loi? Je travaille déjà sur un projet de loi qui a été déposé par le ministre du Travail, mais étant donné que ça concerne les fermes agricoles, c'est moi qui pilote le projet de loi pour l'opposition officielle dont je suis. Donc, c'est moi qui pilote ce projet de loi-là. Et évidemment, assurément que le ministre Paradis, donc l'Agriculture, s'en vient avec des projets de loi. Donc, je suis un petit peu à la remorque, d'une certaine façon, de comment le ministre va bouger. Et puis, je peux vous dire une chose, il y a intérêt à bouger parce qu'il y a du travail à faire en agriculture au Québec. Puis déjà, mon collègue François Gendron à Abitibi-Ouest avait déposé une politique de souveraineté alimentaire qui, écoutez, il y a du travail là-dedans. Là, puis cette politique-là, elle a été très, très, très bien accueillie par l'ensemble des intervenants du milieu, que ce soit agricole, économique ou autre. Et donc, déjà là, le ministre Paradis, juste pour mettre ça en application, et il y a du pain sur la planche. Alors, je le surveille de très près pour qu'il se mette au travail parce que je pense que là, il est encore un peu dans sa chaise de spectateur. Alors, moi, mon travail, c'est de lui dire que là, il faut qu'il arrête d'être un spectateur puis qu'il arrête de regarder le train passer, là, puis qu'il se mette au travail. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On pense au fromage fin, vous savez, l'accord Canada-Europe. Juste ça, là, que le fait que le ministre ait abandonné les producteurs laitiers et fromagers du Québec, c'est totalement irresponsable. Et déjà, sur ce dossier-là, on est très, très actifs pour justement s'assurer. Vous savez, ça fait 40 ans qu'on a parti la filière fromage au Québec. Puis imaginez, je dis ça à la blague, mais imaginez un Français en 1970 qui débarquait au Québec. Il n'y avait pas une très grande variété de produits du terroir, ni de vin, puis ni de fromage. Aujourd'hui, on est rendu des créateurs extraordinaires dans ces domaines-là. Alors, maintenant, le danger qui nous guette, c'est l'accord Canada-Europe en termes d'importation de fromage fin sur le marché québécois. Il prévoit investir de 1700 tonnes supplémentaires de fromage fin. Écoutez, c'est sûr qu'on ne peut pas absorber ça, là. Ça va faire mal à nos producteurs. Alors, il faut les défendre, il faut les protéger. Et il y a des mécanismes qui existent, mais il faut juste avoir la volonté de les appliquer puis de défendre nos gens. OK. Et un dernier sujet, on va parler, vous allez avoir possiblement un nouveau chef. On se le souhaite. On se le souhaite. Et avant d'entre vous, vous me parliez que maintenant, il y a vraiment des règles rigides qui existent, que je ne connaissais pas, j'avoue que... Bien, en fait, le directeur général des élections, parce que quand un chef part, peu importe le parti politique, si un chef quitte, entre le moment où le chef quitte et le temps que le parti décide qu'il y a une course à la chefferie, il peut y avoir 2 mois, 3 mois, 6 mois. Okay. Alors, le directeur général des élections, il est venu baliser ce temps-là, lui, en disant que tant que le parti n'a pas déclaré le lancement de la course, ce temps-là, entre la démission et le déclenchement de la course, il est balisé par la loi et il vient dire que toutes les dépenses doivent être comptabilisées, les revenus doivent être comptabilisés. Alors, c'est pour ça que, entre autres, c'est une des raisons pour laquelle vous ne voyez aucun prétendant, là, on va les appeler prétendants, là, dire que je me présente parce qu'il ne connaît pas les modalités de la course. Et il est assujetti, s'il déclarait qu'il se présente, il tomberait automatiquement assujetti à la loi du directeur général des élections. Alors, mais c'est bien sûr que ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi le fait que plusieurs réfléchissent. Puis vous avez vu d'ailleurs Véronique Yvon. Bien, oui. Véronique a dit qu'elle ne se présenterait pas pour les raisons qui sont les siennes, mais elle apporte une contribution extraordinaire à la réflexion par ailleurs. Sylvain Gaudreau a fait pareil. Sylvain Gaudreau a dit qu'il ne se présenterait pas. Et il a même dit que lui, il n'est pas sûr qu'il va appuyer quelqu'un d'ici la fin même de la course. Ah, OK, d'accord. Et voyez-vous, et moi, je suis de ceux qui... j'ai appris ça en politique municipale. OK. C'est que moi, je ne me prononcerai pas sur aucun candidat tant et aussi longtemps que je ne saurai pas qui exactement se lance dans la course. Il serait, à mon avis, c'est mon avis, prématuré de dire « j'appuie un tel à ce moment-ci ». La course n'est pas commencée. Okay. Il peut très bien arriver un candidat dans un mois. Mettons que la course commence officiellement dans un mois. Un outsider, comme on dit. Puis que là, je dis, avoir su, je l'aurais appuyé, là, j'ai appuyé l'autre. Non. Moi, j'ai appris une chose en politique. Avant de prendre une décision d'appuyer quelqu'un, on attend d'être sûr que le fusil de départ, la ligne de départ est déclenchée. Et là,
Et là, moi, je veux rencontrer chacun des candidats individuellement, puis je veux jaser avec eux autres. Parce que je veux m'assurer que les valeurs que ces gens-là vont porter ressemblent ou à tout le moins s'approchent des miennes. Mais à ce niveau-là, est-ce que vous pensez qu'on va avoir un prochain déclenchement? C'est quoi dans votre calendrier déjà? Le 4 octobre. Le 4 octobre, il va être soumis à ce qu'on appelle, nous, le CNPP, donc le Conseil national des présidents et présidentes, qui a lieu à Sherbrooke. Le 4 octobre, le CNPP, donc les présidents et présidentes, vont regarder l'ensemble de l'œuvre pour se prononcer éventuellement sur les modalités d'une course à la chefferie. OK, d'accord. Bon, mais on ne peut pas en dire plus parce que tant que ce n'est pas voté, c'est pas voté, et les membres vont se prononcer. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en bout de ligne, à l'arrivée, c'est les membres du Parti québécois qui vont choisir leur futur chef. Alors, les membres, on verra, ce sera peut-être des sympathisants. On ne sait pas encore la modalité, mais ça ne sera pas André Villeneuve ou un autre député. Ça sera vraiment les membres qui vont décider de qui sera le chef du Parti québécois. Okay. Bon, bien, je vous remercie beaucoup pour l'entrevue. Ça me fait plaisir. Puis, on devrait se revoir dans d'environ 2 mois. Donc, peut-être avant aussi, on verra, puis tout ça. Puis, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ici Danielle Yvon de CTRB et c'était l'entrevue avec M. Villeneuve. Merci.